Donc, pour poursuivre nos échanges, j'ai l'honneur en fait d'accueillir à cette table Dominique Poulot, qu'on ne présente plus. Je me disais comment présenter Dominique Poulot. Alors je me livre quand même à l'exercice, mais vous savez déjà tout. Historien spécialisé dans l'histoire du patrimoine et des musées, professeur des universités Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Vous avez aussi travaillé dans des institutions nord-américaines, si ma mémoire est exacte. Et donc, vous êtes actuellement en résidence au CNAM. Vous êtes aussi chercheur au CNRS. Et donc, nous avons tous lu votre livre « Musée en Europe ». Vous en proposez une nouvelle édition, une réédition, une nouvelle édition avec Catherine Ballet en 2020, dans un format un peu revu, je crois, et actualisé surtout. Plus gros. Plus gros. Et donc, on va vous écouter cet après-midi sur les musées français, l'Europe et le monde, en lien avec cette publication, mais j'ai envie de dire aussi avec les enjeux d'actualité qui ont pu être abordés au fil des journées de ce colloque. Et donc, nous vous laissons la parole le temps de 30 minutes environ. Et comme tout à l'heure, vous pourrez bien sûr poser vos questions à Dominique Poulot après son intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Catherine Ballet évoquait tout à l'heure, je la cite, un mouvement d'enthousiasme inapproprié. Oui, je le reprends tout à fait à mon compte. Je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est-à-dire qu'on m'avait proposé de faire des conclusions et j'étais accablé par l'idée non pas de ces journées, mais de faire une conclusion qui ne pouvait évidemment pas rendre compte de la richesse et de la diversité des points de vue, des objets, des sujets abordés. Donc, au fond, l'idée de présenter quelque chose qui sortait un peu du cadre pouvait être stimulante. Ensuite, je ne vais pas non plus reprendre ce qu'elle a dit sur un quasi-désert historiographique, à la fois le trop-plein et le désert, si j'ose dire. Mais en réalité, on s'aperçoit, et on s'en était aperçu pour le livre Musée en Europe, que ce domaine est peu envisagé. Alors pour toute une série de raisons qui seraient trop long d'aborder ici, comme l'a dit une de nos co-intervenantes, Madame Anatole Gabriel, à propos de elle a eu cette formule un peu ambiguë, ou ramassée, disons, de l'effet Belle du Seigneur, en faisant allusion au roman, évidemment, du même titre, et à ce récit des tractations de couloirs de la SDN et de tous ces phénomènes, disons, de discours que le roman décrit très bien. Et donc, pour toute une série de raisons, encore une fois, ce champ est peu exploré. Finalement, j'ai envie de dire que l'exposition du musée d'Orsay, il y a quelques décennies, intitulée « La jeunesse des musées », était un des rares à avoir envisagé, in fine, ce champ d'intérêt. Donc, je vais faire très simple et court aussi. Je vais vous montrer quelques photos, en réalité, sur la situation très contemporaine. Finalement, à quoi pense-t-on lorsque on évoque aujourd'hui en France la mondialisation des musées ? Je crois que c'est un point de départ. Eh bien, on pense, et souvent négativement, à ce qu'on pourrait appeler la commercialisation ou la marchandisation des musées, au fait que, je vous montre un peu par provocation, une occupation par une publicité d'une marque de luxe internationale. Au fond, un des aspects, je dirais peut-être une brève de comptoir quasiment, c'est d'assimiler mondialisation et marchandisation des musées. Une autre figure de cette mondialisation, c'est la concurrence nationale, voire l'exacerbation de la concurrence des musées. C'est moi qui ai fait cette photo parce que ça m'avait paru très caractéristique. C'était le moment, vous en souvenez peut-être, où le Royaume-Uni, nos amis du Royaume-Uni, faisaient une énorme campagne de publicité qui reposait sur Great Britain, une grande culture, et où donc
le métro musée du Louvre s'ornait de cette grande publicité pour le musée anglais. C'était aussi le moment où les musées britanniques étaient très fiers de dire que c'était gratuit l'entrée, alors que du côté français, c'était pas aussi gratuit que ça. Mais on pourrait aussi évoquer ce que nous lisons tous les jours ou presque dans la presse, à savoir ce genre de titre un peu accrocheur ou qui se veut tel. Est-ce que l'avenir des musées français est à l'international ou pas? Ou encore, plus précisément, puisqu'il s'agit de la GCCPF ici, cet autre titre non moins provocateur qui faisait allusion à une série de départs assez marginaux du reste de conservateurs français. Alors, finalement, cette série de stéréotypes, on pourrait évidemment la référer au musée de l'immigration, qui, dans sa présentation, qui est aujourd'hui terminée, puisqu'elle est entièrement refaite ou à refaire prochainement, proposait une série de séquences émigrées face à l'État, terre d'accueil, France hostile, ici et là-bas, lieu de vie, au travail, enracinement. Autant de thèmes, finalement, qui pourraient servir de plan à une intervention sur la mondialisation des musées français en termes, effectivement, d'accueil ou d'hostilité, de migration, de rôle de l'État et de rapports souvent complexes entre ici et là-bas. Mais je m'en tiendrai plus classiquement à 3 parties, voilà, comme la plupart d'ailleurs de mes collègues. Je voudrais examiner d'abord de façon très succincte ce qu'on pourrait appeler le cosmopolitisme des musées français. Alors, en fait, lorsqu'on regarde un peu la littérature, notamment anglophone, sur les musées français, on s'aperçoit qu'il y en a un qui domine, c'est généralement traduit par Museum Without Walls, ce que nous appelons nous le musée imaginaire, mais qui est traduit par le musée sans mur. On a déjà montré cette... Non, alors non pas exactement la même, c'était une photo où Malraux était couché au milieu de ses... Et moi, il est debout, donc. Mais c'est effectivement ce stéréotype, au fond, de la réflexion française sur les musées, qui bien souvent se réduit à Malraux. Vous pouvez faire l'expérience en regardant le style de livre que Catherine a cité, Companion, Handbook, de Museum Studies, etc. Il y a généralement un seul texte qui est la traduction Museum Without Walls, qui devait être d'ailleurs une conférence de Malraux à New York. Bien entendu, ce cosmopolitisme, on le sait depuis longtemps, c'est l'assimilation en quelque sorte des artistes étrangers dans le corpus du patrimoine français. Alors je montre volontairement Picasso, puisqu'un livre célèbre, enfin fameux, disons, a été consacré, une exposition ensuite au musée Picasso sur justement le fait que Picasso était étranger et qu'il avait eu bien des déboires jusqu'au moment où, évidemment, il avait refusé de passer sous les fourches caudines, mais cette fois, on lui proposait d'être français. Dans ces grandes photos qui sont parues au moment de l'installation du Louvre, du Pompidou-Metz, témoignent de ceci, mais on peut aussi envisager des musées d'une échelle beaucoup plus réduite, par exemple à Rochechouart, qui propose régulièrement, comme dans cette exposition sur Dadazov, Raoul Haussmann, un éclairage sur l'art étranger. Et bien sûr, au-delà de ce genre d'exemple, si on revient à la Nouvelle-Aquitaine qu'on a fréquentée ce matin, je vous montre le très beau musée de Rochefort-sur-Mer,
qui accueille aujourd'hui d'ailleurs la maison Pierre Loti, qui est en restauration, je crois encore pour un certain temps, et qui a une collection assez formidable d'objets Canaques, ce qui lui a permis, vous avez Julien Viau au fond là, et ce qui lui a permis, par exemple, de monter, d'avoir une exposition, même avant le Quai Branly, comme dit Sud-Ouest. C'est un privilège formidable à l'intérieur de ce bâtiment de Rochefort. Bien entendu, le Louvre lui-même, et vous reconnaissez la couverture de Rudi Ricciotti dans la cour de l'islam, a récemment, comme beaucoup d'autres musées qui avaient des départements d'islam d'ailleurs à travers le monde, je pense à Berlin notamment, restauré en quelque sorte sa collection et ouvert sous de nouveaux auspices, en particulier avec cette fameuse initiative montée par Yannick Linz, je crois, à son initiative, qui portait sur les arts de l'islam, avec des expositions ici à Angoulême et à Limoges, Angoulême, le musée du papier. Donc on a cette ouverture, ce cosmopolitisme, cette universalité en quelque sorte, qu'on peut encore retrouver, bien entendu, au musée du Quai Branly avec l'exposition des Black Indians aujourd'hui. Finalement, pour conclure ce point, on peut dire, avec le Clésio et l'exposition qui montrait notamment sous la pyramide des voitures mexicaines, hein, des Low Riders qu'il avait exposé, que les musées sont des mondes et qu'une des spécificités des musées français, au moins à l'international, incarnés évidemment par la figure du Louvre, c'était précisément d'être des vitrines de ces différents mondes. Alors si le musée est cosmopolite, s'il offre s'il renferme et s'il expose des objets, des artefacts de toute provenance, il faut évidemment étudier ces provenances. Et là, un des aspects, c'est évidemment la recherche de provenance, ici à Grenoble, mais plus largement le recours au numérique, comme on vient de le citer. Alors, ça peut passer par la recherche de musées disparus. Alors, il n'y a pas beaucoup, heureusement, de musées disparus en France. Il y a quand même le musée des monuments français, le musée révolutionnaire, qui était un immense musée et qui a été fermé à la restauration. Donc, l'équipe du Louvre, mixte Louvre-INEHA, a produit non seulement l'exposition que vous avez peut-être visiter sur le Louvre, au Louvre intitulé le musée révolutionnaire, mais aussi une base de données qui permet de localiser les œuvres de ce musée fermé qui sont parties, évidemment, alors pas très loin, heureusement, mais quand même en dehors du Louvre. Et puis il y a l'opération inverse qui s'appelle toujours... sur le site de l'INEHA, qui s'appelle le site... c'est pas vraiment le site de l'INEHA. Là, on est sur Agora, la base de données. J'en profite pour présenter des excuses réelles, pas petites, aux collègues et aux musées qui ne sont pas de Beaux-Arts, parce que, évidemment, j'ai un stock de connaissances qui est plus... ou qui est moins défaillant, disons, dans les musées de Beaux-Arts. Donc le monde en musée, c'est la cartographie des collections d'objets d'Afrique et d'Océanie en France. Et donc ça permet d'avoir une de ces cartes qu'on évoquait tout à l'heure, qui est une recension de tous ces objets. Et ce genre de carte, en même temps, ce n'est pas une nouveauté absolue, puisque les promoteurs de l'enquête ont eu la bonne idée de rappeler les initiatives antérieures, celle d'Étienne Féot, au musée des Beaux-Arts d'Angoulême. Angoulême a une collection tout à fait remarquable à cet égard. Il y a d'ailleurs une résidence de chercheurs cette année, normalement. Il y a une enquête à l'Université de Lyon 2, cette fois, qui avait été menée notamment à l'initiative d'une
enseignante-chercheur de Lyon 2, le Muséum national d'histoire naturelle, une association qui avait fait une première database, comme on dit en bon français. Bref, toute une série de prédécesseurs. Et ça permet d'avoir, par exemple, là, j'ai sorti le musée d'Agessi à Niort. C'est le musée qui porte le nom d'un peintre de l'époque révolutionnaire, Bernard d'Agessi, qui est un des fondateurs, un de ces fantassins du patrimoine qui a fondé le musée de Niort. Mais ce musée de Niort est aujourd'hui à l'aspect d'un cabinet de curiosité. C'est aussi un musée d'instruments pédagogiques, enfin, une sorte de musée de l'histoire de l'éducation. Et on a là un de ces aspects donc d'inventaire de l'ailleurs, de l'étranger dans les musées français. Il y a un deuxième aspect tout à fait évident qui est international en France au niveau de l'architecture et de la muséographie. En effet, l'une des gloires finalement des musées français, ce sont leurs récents, ce sont leurs bâtiments. On commence évidemment par Pompidou, puisque alors là, c'est une forme de présence des musées français à l'international. Ce sont tous ces livres qui s'appellent The Post-Pompidou Age, hein, Museum in a Post-Pompidou Age, parce que effectivement, Beaubourg sert de repère chronologique assez commode. Il y a un avant et un après, de même qu'il y a d'une certaine manière un avant et un après Bilbao. Et bien sûr, Pey, qui avait une carrière déjà très importante dans tous les musées du monde et qui a réalisé l'entrée, et bien sûr notre architecte préféré, si j'ose dire, des musées pour le Quai Branly, l'opération Louvre-Lens dont on a parlé des jours précédents avec la présentation de l'agence japonaise, et un autre cas qui est Pompidou-Metz, sans oublier la ville de Nîmes, qui a été une des métropoles, des petites métropoles, qui ont le plus essayé de parier sur des stars architectes de l'architecture contemporaine, et qui a donc appelé Sir Norman Foster, qui accepte d'ailleurs de revenir à Nîmes, là je ne sais plus, mais assez régulièrement pour parler de son bâtiment et pour le faire visiter à ses collègues. En revanche, si on prend la muséographie internationale, notamment telle qu'elle est illustrée par cette fameuse firme Ralph Applebaum à New York, eh bien là, on n'a pas vraiment de pénétration au sein des musées français. Si on regarde le réseau des bureaux de la firme, on voit que c'est New York, Londres, Berlin, Beijing. Et il y a quelques années, j'avais parlé à un des membres du cabinet qui me disait qu'il y avait deux pays qui étaient absolument, où ils n'avaient pas pu pénétrer, c'était la France et le Japon. Alors que la firme fait aussi bien des musées à Berlin qu'en Nouvelle-Zélande, etc. Et puis, il y a un autre aspect qui est le plus évident peut-être quand on parle de mondialisation, qui est les musées français comme destination du tourisme mondial. J'avais montré tout à l'heure Malraux et le musée imaginaire. Et il y a un autre stéréotype qui est évidemment la grande galerie du Louvre. Et je vous rappelle que dans Bande à part, si vous repassez ce fameux épisode, le lancement qui est fait par Godard, c'est Franz avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Donc c'est bien un Américain et c'est bien un défi en quelque sorte à cet Américain qui va servir de lancement au musée. Donc le Louvre, sans surprise, est au sommet, suivi par le Musée national à Beijing, et ensuite se décline l'ensemble des chiffres de visite. Alors, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, les chiffres, c'est très compliqué. J'ai pris non pas une publication de l'ICOM ou de quelque chose d'autre, mais une agence de statistiques qui travaille sur les fréquentations touristiques de parcs à thème, etc., et qui couvre les musées, parce que les musées font partie de l'économie touristique pour nos amis américains, et pas seulement au niveau international. Donc là, on a les chiffres avec un classement mondial des musées. Vous voyez le Louvre, et vous voyez
20e sur 20 le musée d'Orsay. Deuxième remarque à propos des chiffres. Les chiffres ne sont pas toujours fiables, évidemment ça dépend des sources. Deuxième remarque, ça dépend ce qu'on compare et ça dépend les espaces, c'est-à-dire les échelles que l'on compare. Vous voyez ici à l'échelle mondiale que la France a 2 musées, donc c'est ce qu'on a vu, Louvre et Orsay. En revanche, si on passe à une autre échelle, plus dans l'anglo-saxonne d'ailleurs qu'on n'utilise pas toujours nous, et on voit que là c'est un peu différent, c'est une image différente du poids de l'international, même si les chiffres sont évidemment écrasés un peu par les chiffres du Louvre, mais il est remarquable que le Royaume-Uni a 6 musées et nous seulement 4. Deuxième volet, l'internationalisation des musées, c'est un projet, ou ça peut être un projet, et notamment ce sont des projets officiels, politiques, et parfois des projets savants. Un exemple très récent, c'est la présidence à laquelle on a déjà fait allusion dans les journées précédentes par les représentants du ministère de la Culture. C'est-à-dire, pendant la présidence française en Europe, eh bien, il y a eu toute une série d'événements, et entre autres ce colloque, auquel certaines ou certains d'entre vous ont peut-être participé ou assisté, qui s'appelait « Les musées en Europe, quels défis pour l'avenir ?» et qui se proposait toute une série de thématiques, mais surtout 6 tables rondes. Alors, on est à égalité, là, c'est bien. Les histoires des musées d'Europe, les valeurs, les défis, les modèles de coopération, la mobilité, la communauté de professionnels et un public européen des musées. Donc vous voyez que les questions ont été un peu européanisées, si je puis dire. Bien entendu, le public a généralement connaissance de cette européanisation à travers un événement majeur et souvent pas davantage, alors que les professionnels, eux, ont accès, on a cité Nemo, par exemple, au cours des journées, à des réseaux beaucoup plus précis. Dans cette internationalisation, il y a vraiment quelque chose dont nous sommes très fiers, généralement, ce sont les exportations de musées français, et on trouve toute une série de publications qui s'enorgueillissent de l'exportation des musées. Je vous rappelle quelques éléments, je dirais, bien connus ou un peu moins connus d'ailleurs, avec le Louvre Atlanta. Et on peut aussi dessiner une petite carte qui est extrêmement glorificatrice, si j'ose dire, de l'export, qui contraste avec notre balance commerciale, mais bon. Et puis, toujours, bien sûr, Jean Nouvel. Alors, évidemment, comme je l'ai dit précédemment, le Louvre écrase un peu le paysage, et ça a commencé très tôt, juste pour rappeler les pillages napoléoniens. Et puis, ce tableau de Samuel Morse, peintre de grande peinture, qui s'est rendu célèbre non pas pour sa peinture, mais comme vous le savez, par le Morse. Il a changé de métier à un moment, et il avait voulu réaliser cet immense tableau pour apprendre au public américain la peinture, en faisant ce panorama des collections du Louvre. Vous voyez que Mona Lisa n'est pas à ce moment-là un tableau majeur. On a donc ce tableau destiné à exporter en fait le Louvre au début du XIXe siècle dans le public des élèves américains. Le Louvre lui-même a célébré ensuite, il y a quelques décennies maintenant, les Américains au Louvre. On a aussi eu cette fameuse galerie espagnole de Louis-Philippe qui a été perdu, donc il y a des musées perdus, mais le Louvre a, par exemple, en 2012, publié sur son site The Global Louvre, et The Global Louvre, donc c'était l'ensemble de la cartographie, non seulement des implantations, mais des prêts
Et ça a amené d'ailleurs la presse étrangère à ce genre de titre. L'art du Louvre est sans prix, mais le nom du Louvre a un prix. Et c'est plutôt cher. Voilà. Dernier volet, enfin, des effets en retour. C'est-à-dire que cette internationalisation des musées a eu des conséquences ou des impensés sur les musées français. Un exemple, l'exposition consacrée aux collections royales de France, qui avait été montée par le musée du Quai Branly et qui a été remontée au musée de Pointe-à-Calière à Montréal. En fait, les Québécois n'ont pas remonté telle quelle l'exposition Premières Nations, car les conservateurs de Pointe-à-Calière trouvaient que cette exposition avait un petit côté impérialiste qui était un peu déplacé chez eux par rapport à leurs relations propres avec les Premières Nations, même si le commissaire n'était pas, Christian Fett venait de Vienne et n'était pas un représentant direct du musée du Quai Branly. Donc en fait, il y a eu un remontage, et ce que m'ont dit aussi les conservateurs de Pointe-à-Calière, c'est que pour certains objets au moins, ils pensaient que les conservateurs européens n'avaient pas compris exactement quels étaient les usages, en particulier de certains vêtements ou de certaines pièces, par rapport au savoir qu'eux avaient à la suite d'échanges et d'études ethnographiques. Deuxième exemple, le Louvre à Québec en 2008. Le Louvre a fait le voyage pour un événement très particulier qui était le 400e, comme on dit là-bas, les fêtes du 400e de Québec. Et Lynn Ouellette, qui était la responsable du service des expositions du musée de Québec, a publié dans la lettre de l'OCIM 2 ans après une sorte de bilan de cette installation. Qu'est-ce qui était intéressant là-dedans? Si on prend le journal Le Devoir, le journal québécois Le Devoir, il titrait « L'approche québécoise inspire le Louvre ». Bon, c'est évidemment un peu problématique pour nous, mais en réalité, qu'est-ce qui s'était passé? L'exposition du Louvre Québec, c'était 23 dossiers thématiques regroupés en 4 rubriques: aimer et mourir, apprendre et œuvrer, habiter et embellir, célébrer et se divertir. Autrement dit, c'était une rupture absolument totale avec la division en départements du Louvre. Et Le Devoir avait publié une série d'entretiens, en fait, avec certains des responsables du Louvre, en estropiant d'ailleurs le nom de Geneviève Bresque-Bautier et pas Berthiaud, c'est bizarre, qui était la conservateur générale du musée et qui pilotait le projet. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est à ce moment-là, à ma connaissance, et c'est d'ailleurs curieux que le Louvre-Lens n'en parle jamais, mais bon, que le Louvre a préfiguré ce qu'on allait voir à Lens. C'est-à-dire ce qu'on nous a dit à Lens, c'est une rupture avec les départements, c'est tous les types d'art réunis, c'est un choix thématique. En fait, c'est le Québec et la collaboration avec l'équipe du Musée national des beaux-arts de Québec, mais aussi l'initiative d'un certain nombre de conservateurs qui ont amené cette réorientation radicale qui était vraiment une révolution interne pour le Louvre. Je n'ai pas le temps de commenter. Et puis, bien sûr, il y a les nouveaux enjeux à l'âge post-colonial, avec du côté français des réalisations de films, par exemple documentaires, sur la mission Dakar-Djibouti, ici, la transformation du fameux bâtiment que vous connaissez, qui a été successivement le musée des colonies, le musée de la France d'outre-mer, le musée des arts d'Afrique et d'Océanie, et la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Bien sûr, les mouvements de restitution dont on a déjà parlé. Je remontre cette affaire, si j'ose dire, des masques de Boulogne-sur-Mer et la manière dont on peut traiter le post-colonial de façon particulièrement intelligente, à mon sens, ou encore à Nantes,
les expressions décoloniales qui sont au fond un des témoignages les plus remarquables des musées dans le français, dans le concert, si j'ose dire, décolonial ou postcolonial international. Car, bien sûr, les musées français n'ont pas été à l'abri d'un certain nombre de critiques. J'en veux pour preuve l'exposition du musée d'ethnographie de Neuchâtel qui s'appelait Musée cannibale, et vous aviez, je ne sais pas si on peut dire, une notice qui s'appelait La sacralisation à la Jacques Kershach. Donc c'est Jacques Guénard, le conservateur de Neuchâtel, qui se proposait de donner la recette, donc comment traiter agréablement en quelque sorte les arts premiers, et il faut servir avec des petits fours, hein, et peut-être du champagne aussi, hein. Et donc, on avait ces panneaux qui disaient « Cannibale toi-même », en s'adressant évidemment aux conservateurs de musées, en particulier aux conservateurs français. Conclusion. Au fond, je voudrais évoquer un cas alors, qui peut paraître anecdotique, mais qui est d'une certaine manière emblématique, c'est-à-dire que... au fond, l'histoire des musées français et l'histoire d'un certain conservateur de musées français, on revient à Alexandre Lenoir, a pu être mobilisée à l'âge des culture wars, des guerres de culture nord-américaine, à travers les réseaux sociaux. Il est apparu en effet sur Instagram cette image que vous connaissez peut-être ou sans doute, qui est donc Alexandre Lenoir essayant de sauver les monuments durant la Révolution française. C'est un Instagram qui a été posté par M. Christiansen. Bon, vous allez me dire... Or, M. Christiansen n'est pas n'importe qui, puisque c'était en gros le patron du département des peintures, enfin en gros et en détail, le patron du département des peintures européennes du Metropolitan, donc du grand musée new-yorkais. Et il a posté donc ce dessin à la plume de la fin du XVIIIe siècle. Et ça a provoqué une éruption d'Instagram absolument incroyable dans le milieu des conservateurs de musées nord-américains et du public. Le New York Times a fait un grand titre. Après, disant qu'après l'Instagram du conservateur, le musée, le Metropolitan, a été immédiatement dénoncé comme faisant preuve d'une culture de racisme systémique. Et quel était le problème ? Eh bien, cet Instagram, ce post, a été posté un jour de commémoration, le jour du calendrier nord-américain qui commémore la fin de l'esclavage aux États-Unis. Il coïncidait avec une série d'événements qui étaient liés au statut, au monument des Confédérés dans les États du Sud. Et il a, autrement dit, le timing était absolument désastreux et le conservateur a dû publier, bien qu'il s'en défende au départ, ce qui était une véritable excuse, en disant qu'il ne voulait pas défendre des monuments racistes ou propageant des idéologies racistes, mais qu'il avait gravement oublié, en quelque sorte, la coïncidence de ce poste destiné à célébrer un conservateur français au temps de la Révolution, essayant de sauver les monuments de l'Ancien Régime ou les monuments de la religion, avec une actualité nord-américaine extrêmement différente. Et le Metropolitan a fait des excuses publiques au nom de sa conservation. Autrement dit, on a là un certain nombre de croisements du transnational et du transhistorique qui me semblent illustrer les enjeux aujourd'hui dans le débat mondial de cette figure internationale des musées français. Merci.